bonjour à tous pour cette présentation générale de l'ENSISA dans le cadre des semaines qui s'ouvrent de portes ouvertes à l'UHA. Alors, évidemment, on ne fait pas des portes ouvertes stricto sensu, hein, puisqu'il n'y a pas encore de visite planifiée. Il y a un événement éventuellement prévu en février, mais on verra la situation sanitaire. Mais bon, la présentation que vous verrez cet après-midi, c'est une présentation que je fais traditionnellement le jour des portes ouvertes. Donc, je dirais qu'elle se fait simplement à distance, mais avec le même degré d'information. Et je vous invite bien entendu à poser toutes les questions que vous aurez via le chat. Alors, l'ENSISA, d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est une grande école d'ingénieurs publics, dépendant du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, pardon. C'est une école interne à l'université de Haute-Alsace. Et elle est localisée dans une région transfrontalière à l'interface de la France, de l'Allemagne et de la Suisse. Elle fait partie de réseaux régionaux, au premier desquels Alsace Tech, le réseau des grandes écoles d'ingénieurs, d'architecture et de management d'Alsace, regroupant 14 écoles. Fait partie de Trirenatech, qui regroupe, outre les écoles d'Alsace Tech, d'autres écoles en sciences appliquées du Rhin supérieur, 6 écoles en Suisse et en Allemagne. Et puis, fait partie également du réseau EUCOR, le campus européen, avec les universités de Bâle, de Strasbourg, de Fribourg-en-Brisgau et le KIT à Karlsruhe. Nationalement, nous faisons partie du groupe INSA, dont nous sommes partenaires depuis 5 ans. Et la traduction concrète qu'on voit le plus de cette appartenance, c'est le recrutement en cycle post-bac qui se fait via le portail du groupe INSA. Donc il y a 6 ou 7 INSA aujourd'hui, puisque l'ENSIAM à Valenciennes est devenu l'INSA de France, et puis d'autres partenaires regroupés sur le territoire national, dont l'ENSMU également, l'école de chimie de Mulhouse, partenaire du groupe à nos côtés. On a parlé de réseaux locaux nationaux, on fait partie aussi de réseaux internationaux. Le réseau d'instituts d'ingénierie N+I, qui regroupe à la fois des écoles françaises et des écoles à l'étranger. Nous contractualisons au niveau du réseau un certain nombre d'accords de double diplôme et d'échanges qui nous permettent d'envoyer et de recevoir des étudiants. Le réseau Brafitech et le réseau Mexfitech, respectivement avec le Brésil et avec le Mexique, dédiés à l'échange d'étudiants brésiliens et mexicains. Donc, le réseau TEX, qui est l'association des universités textiles, le bureau de coopération universitaire qui nous permet d'envoyer des étudiants en échange ou en double diplôme au Québec. Évidemment, Erasmus+, très connu, qui nous permet c'est le réseau de Erasmus+, de l'université, d'envoyer et de recevoir des étudiants partout en Europe. La nouveauté de cette année, c'est que nous faisons partie du réseau Épicure, une des premières universités européennes labellisées, avec Strasbourg, La Haye, Poznan, Vienne et Thessalonique. Alors, l'école en quelques chiffres, c'est une école qui n'est pas née d'hier, puisque la date de création, c'est 1861, avec un historique textile. C'était les industriels textiles qui ont créé la première école. Cette année, c'est 678 étudiants, dont 582 inscrits en cursus ingénieur. Les autres étudiants sont inscrits en master ou en master spécialisé. L'équipe permanente, c'est 53 enseignants-chercheurs et chercheurs. 34 personnels d'appui non enseignants. Concrètement, nous sommes localisés sur 2 bâtiments. Depuis 1861, c'est plus de 7800 diplômés, dont 3300 sont encore en activité.
Aujourd'hui, nous exploitons 25 accords d'échange et de double diplôme avec des universités étrangères. Et puis, nous sommes dans l'enseignement supérieur et la recherche, et nous sommes adossés à 2 laboratoires de recherche importants de l'Université de Texas. Les effectifs actualisés cette année, c'est 582 élèves ingénieurs. Vous voyez que chaque année regroupe à peu près 170 à 195 élèves ingénieurs, ça dépend un petit peu, ça fluctue. Avec un tout petit nombre d'étudiants en cycle post-bac première et deuxième année. Alors le cycle post-bac n'a pas vocation à remplacer totalement le recrutement qu'on effectue pour la première année, mais on vise à terme à recruter une quarantaine d'étudiants par ce biais-là. Parmi nos étudiants, 50 apprentis, 9 contrats de professionnalisation en dernière année d'études, 16% d'élèves internationaux et 36% de boursiers. Ce qui me fait dire que les débats qu'on entend parfois dans les médias sur les grandes écoles élitistes, moi ça m'interpelle beaucoup parce que c'est pas le cas chez nous, c'est pas le cas dans beaucoup d'écoles. Quand je dis que c'est pas le cas, c'est que 36% de boursiers, c'est un taux de boursiers supérieur à la moyenne nationale des boursiers dans l'enseignement supérieur. Enfin, un chiffre que je me dois de vous communiquer, c'est le ratio jeunes femmes, jeunes hommes à l'ENSISA. 74% de jeunes hommes et 26% de jeunes femmes. On est loin d'être à la parité, on est à peu près dans les chiffres nationaux, mais il faut bien reconnaître que dans certaines spécialités, on a du mal à se défaire d'une image essentiellement masculine, alors que les jeunes femmes y réussissent et s'y épanouissent tout à fait. Alors, je vais parler tout d'abord de nos formations en cycle ingénieur, qui sont au nombre de 5 et qui correspondent à 5 diplômes différents. Automatique et système embarqué, génie industriel, qui est ouvert exclusivement en alternance, informatique et réseau, qui est à la fois sous statut étudiant ou sous statut alternant à partir de la deuxième année du cycle ingénieur, mécanique et textile et fibres. Alors, j'ai bien fait figurer ici le logo de la commission des titres d'ingénieur, puisque nous sommes régulièrement habilités et réhabilités, et que nous délivrons tout à fait légalement le titre d'ingénieur diplômé, qui est protégé par la commission des titres d'ingénieur. J'ai également fait figurer le logo EURACE ici, qui est un label qualité européen, qui est accordé aux diplômes d'ingénieurs français habilités pour la durée maximale, et c'est le cas de nos diplômes qui ont été habilités la dernière fois pour une durée de 5 ans, donc ils peuvent se prévaloir d'un label qualité européen. Et puis j'ai fait figurer ici le logo de l'IT2I Alsace, qui est notre partenaire concernant les formations par apprentissage et en formation continue, donc génie industriel et informatique et réseau. La spécialité automatique embarquée est une spécialité qui traite beaucoup de sujets dans le domaine du génie électrique au sens large, également du génie informatique. Les mots-clés, vous les voyez, c'est contrôler le système embarqué, système autonome, il y a de l'automatique, il y a de l'information, de la robotique, de la cobotique. Alors tout ça n'est pas exclusif. Je suis en train de vous jeter quelques mots en pâture là. Ce que je vous incite à faire, c'est de venir voir la semaine prochaine les séances de visio qui seront organisées à 18h15 pour chaque spécialité, où les responsables pourront vous en dire un petit peu plus. Ce que je peux vous dire sur l'automatique et les systèmes embarqués, c'est que ça déploie toute une batterie de techniques qui sont utilisées partout dans le monde qui nous entoure, partout dans l'industrie. Et donc les diplômés issus de cette spécialité se placent dans un très vaste panel d'entreprises, partout en France et à l'étranger. La deuxième spécialité dont je vais vous parler
quand je dis deuxième spécialité, c'est alphabétiquement, c'est la spécialité génie industriel qui existe maintenant depuis presque une dizaine d'années, qui forme en apprentissage ou en formation continue, en partenariat avec l'IT2I Alsace. Clairement, les mots-clés de cette spécialité, c'est la performance industrielle, l'optimisation de l'outil de fabrication, l'usine du futur, qualité, maintenance, lean management. Cette spécialité, donc je l'ai dit, se déploie en apprentissage ou en formation continue, avec un rythme d'alternance de 15 jours, essentiellement dans des entreprises de la région, mais rien ne nous y oblige. De la région ou à proximité, on en a bien entendu quelques-unes en Franche-Comté. Et parmi elles, alors je ne veux pas faire de jaloux en oubliant, mais bien entendu, des noms que vous connaissez, PSA, Clemcy, EDF, Aguerre, Legrand, Messier Bugatti, Socomec, Gaggenau, etc. Elle vous sera également présentée lors d'une visio la semaine prochaine. Notre troisième spécialité par ordre alphabétique, c'est la spécialité informatique et réseau. Alors, donc sur un créneau qui est relativement large, avec un focus à l'école organisé autour de tout ce qui est génie logiciel et développement. La spécialité est ouverte en formation initiale et uniquement sous statut d'étudiant classique en première année. Et c'est à l'issue de la deuxième année du cycle ingénieur, donc à Bac+4, que les étudiants font le choix de continuer sous statut étudiant ou alors de continuer en apprentissage ou en formation continue pour être plus près du marché de l'emploi. La première promotion, alors c'est un diplôme qui existe depuis une quinzaine d'années, la première promotion est actuellement en apprentissage en deuxième année. Alors les mots-clés, application mobile, cybersécurité, cloud, sciences des données, big data, intelligence artificielle, voilà, beaucoup de choses, très variées, des termes que vous connaissez probablement parce qu'ils ont vraiment le vent en poupe. Et encore une fois, venez découvrir la spécialité la semaine prochaine. Une autre spécialité dont le nom vous est familier, c'est la spécialité mécanique, puisque beaucoup d'entre vous se représentent bien ce qu'il y a derrière ce vocable-là. Alors, chez nous, il y a quelques particularités, beaucoup de conception, de fabrication assistée par ordinateur, d'études par éléments finis. On est richement équipé dans cette spécialité. On a des machines d'usinage, on a des robots, on a des machines de test. Tout ça, toutes choses qu'on met en général en avant lors de la visite physique qu'on fait dans nos locaux. Des choses que vous pourrez retrouver dans les films qui sont ou qui vont être dévoilés sur YouTube. Et qu'on mettra en avant, qu'on met en avant dans la visite virtuelle qui est également disponible sur notre site internet. La spécialité sera présentée la semaine prochaine. Et puis, dernière spécialité par ordre alphabétique, la spécialité historique de l'école, textile et fibres. Je le disais au départ, créée par des industriels et puis l'école a été intégrée au service public dans les années 1970. Aujourd'hui, nous formons des diplômés pour l'industrie et pour la recherche, sachant que ça peut être de la recherche industrielle d'ailleurs, puisque beaucoup d'industriels français et européens, pour rester compétitifs dans le domaine du textile, se lancent dans des textiles à forte valeur ajoutée. Le textile, c'est à la fois l'habillement, mais c'est aussi les textiles techniques, qui peuvent être des équipements pour le sport ou des équipements pour notre vie de tous les jours, des prothèses médicales, des airbags, des géotextiles, beaucoup de choses très variées que vous êtes souvent bien loin de soupçonner, et je vous convie
à venir découvrir la spécialité la semaine prochaine. Alors, comment sont organisées nos études à l'ENSISA? Je parle encore une fois du cycle ingénieur, je parlerai tout à l'heure un petit peu du cycle post-bac. Elles sont organisées sous la forme de 2000 heures maximum en 5 semestres académiques, le 6e semestre étant dévolu au stage. Chaque spécialité propose un projet par an aux étudiants, sachant qu'en première année, c'est un projet de découverte. Et en 2 et 3e année, c'est des projets qui représentent l'équivalent de 5 ou 6 semaines de travail à temps plein. Ce qu'il faut noter aussi de commun à toutes nos spécialités d'ingénieurs, c'est l'obligation d'un séjour à l'international pour valider une expérience significative de 4 semaines minimum. Alors, la situation sanitaire fait que c'est compliqué d'envoyer des étudiants ces temps-ci, et on a provisoirement levé, avec l'accord de la commission des titres d'ingénieur, cette obligation de mobilité, mais on l'a remplacé par des enseignements qui peuvent apporter des compétences en interculturalité. Les 4 semaines à l'international reviendront dès que possible dans notre cursus, parce qu'on est bien conscient que c'est un enrichissement pour les étudiants et c'est une belle carte de visite à la sortie de l'école pour trouver un emploi. Concernant les spécialités par alternance, donc en partenariat avec l'IT2I Alsace, elles sont organisées sous la forme d'une alternance 2 semaines, 2 semaines, ce qui permet à des étudiants qui auraient une entreprise assez loin de Mulhouse de pouvoir quand même se déplacer relativement facilement. C'est un système d'apprentissage avec alternance 2 semaines, 2 semaines, qui nous conduit à une maquette avec un volume horaire un petit peu allégé par rapport aux spécialités en formation initiale, puisqu'on a que 1800 heures. 2 tiers du temps est passé en entreprise et 33% du temps en école. Donc une expérience entreprise vraiment très significative que les diplômés valident d'ailleurs comme une expérience professionnelle quand ils cherchent du travail. 4 semaines à l'international comme les autres spécialités, en général chez un client ou un fournisseur de l'entreprise dans lesquels les étudiants sont en apprentissage, les apprentis plutôt que les étudiants, il faudrait-il dire. Et outre l'expérience qu'on peut acquérir, ce qu'il y a de particulièrement intéressant sous statut apprenti, c'est le salaire, puisqu'on est payé par l'entreprise, et pas de frais d'inscription à acquitter, puisque tout ça est payé par l'entreprise directement à l'école. Alors, comment se déroulent les études à l'ENSISA pendant les enseignements? Je ne parle pas ici des stages. Alors, comme dans toutes les spécialités d'ingénieurs, et c'est ça d'ailleurs qui fait la force des spécialités d'ingénieurs, il y a un pourcentage significatif de sciences de base, 10%. C'est différent de ce qu'on peut trouver dans des masters qui seraient vraiment complètement centrés à 100% sur leur cœur de métier. Nous, il y a un socle scientifique relativement large. À côté de ça, on a des sciences pour l'ingénieur, c'est-à-dire que tout le monde voit un minimum de mécanique, d'automatique, de traitement de signal. La plus grosse partie des enseignements, c'est le tronc commun de la spécialité, ce qui est vraiment particulier à la spécialité. Et à l'intérieur de la spécialité, on trouve aussi des modules optionnels, des modules métiers qui sont électifs, qu'on trouve suivant les spécialités dès la première année ou plutôt en 2 et 3e année. Je l'ai dit, les études d'ingénieur, c'est des sciences de base, mais c'est aussi de l'ouverture au travers de la culture d'entreprise, qui chez nous représente 14% des volumes enseignés, de l'anglais, avec comme toutes les écoles une certification obligatoire externe pour pouvoir décrocher le diplôme. Et puis on l'a pas mis dans les chiffres parce que ce n'est pas obligatoire, mais on le valorise fortement. C'est la possibilité de suivre une deuxième langue vivante, typiquement allemand ou espagnol.
l'organisation de ces enseignements, c'est un tiers de cours, 11% de travaux dirigés, 13% de travaux pratiques, des projets qui représentent autant que les travaux dirigés, donc un volume très significatif. Les projets, suivant les spécialités, c'est des travaux en groupe qui se font par groupe de 2 à 15 étudiants, puisqu'en mécanique, il y a des gros projets de fabrication. Et puis, un temps très significatif également passé en stage, puisque les stages, c'est 30 semaines dans la formation, un stage obligatoire en première année de cycle ingénieur, un stage obligatoire en troisième année, et puis une incitation à des stages facultatifs en deuxième année. Donc les relations internationales, mais j'en ai déjà parlé tout à l'heure, on a un certain nombre de réseaux qui sont complémentaires entre eux et qui nous permettent de proposer des destinations de séjour académique à nos étudiants primo entrants à l'ENSISA, qui pourront soit partir en échange, soit éventuellement en double diplôme à l'étranger, et qui nous permettent aussi d'acquérir d'accueillir des étudiants étrangers, soit en échange, soit en double diplôme. Alors, j'ai dressé ici une carte des échanges actifs. On voit ici un grand nombre d'universités européennes ou en Afrique du Nord, d'écoles ou d'universités. Des universités nord-américaines, en particulier au Canada, qui accueillent nos étudiants en échange ou en double diplôme, avec cette année un nombre très important de double diplômes à l'université du Québec à Chicoutimi. On voit ici des étudiants, qu'on a envoyé des étudiants à Donghua University, puis des étudiants à Taïwan. Alors c'était en textile, en automatique aussi. Je vous ai fait figurer ici les universités qui ont accueilli des étudiants ou qui nous ont envoyé des étudiants l'année dernière, puisque cette année c'est un petit peu compliqué. Et vous voyez qu'on a des échanges qui sont véritablement actifs. On a tout un panel d'échanges chaque année, suivant les aspirations des étudiants. Tous ne sont pas actifs, mais ça nous permet d'envoyer un petit nombre d'étudiants dans chaque destination, le fait d'en avoir un certain nombre, et de ne pas envoyer des étudiants en troupeau, de telle sorte que, parce qu'on sait ce qui se passe en général, il y a des écoles qui envoient des étudiants à 10, 15 ou 20 à un endroit, ils restent entre eux et ils ne découvrent pas du tout le pays. Nous, c'est pas le cas parce qu'ils sont à 2-3 maximum dans la plupart des destinations. Alors, un petit focus sur les diplômés 2019, puisque on n'a pas de recul encore sur le devenir de la promotion 2020 qui en a diplômé au mois de décembre. Je vais vous parler de la promotion d'avant, qui comportait 116 hommes et 43 femmes, donc là un taux de féminisation qui est plus élevé que le taux actuel dans l'école. Donc une promotion relativement importante, hein. On est la deuxième école en nombre d'ingénieurs diplômés en Alsace annuellement, derrière l'INSA Strasbourg. À noter que le temps moyen pour trouver un emploi est réduit, hein, puisque c'est moins d'un mois, c'est un peu plus de 15 jours. Le taux net d'emploi à 6 mois, c'est cette année 85%. Un peu plus élevé les autres années, mais là on a déjà été impacté par la crise du Covid-19, puisque l'enquête a été bouclée début avril. On voit qu'on forme des ingénieurs tout à fait utiles, qui travaillent comme ingénieurs, puisque 90% ont trouvé dans les 6 mois un emploi correspondant à leur niveau de formation, et 89% dans le secteur disciplinaire. La satisfaction des étudiants vis-à-vis de la formation, c'est 4 sur 5, donc c'est quand même bien satisfaisant. Et un indicateur qu'on se plaît toujours à rappeler, 97% des diplômés recommanderaient l'école à leur employeur. On se dit que dans ces cas-là, on n'a pas raté notre coup et qu'ils sont fiers de ce qu'ils ont fait.
La rémunération moyenne de nos diplômés, c'est 34 kilos euros par an, avec des variations dépendant du secteur d'activité, mais aussi de la région. Vous voyez sur la carte ici qu'on a un tiers de nos étudiants qui sont dans le Grand Est, une grosse minorité ailleurs en province, c'est 43%, et très très peu en Île-de-France cette année. Ce qui fait que les salaires étant plus élevés en Île-de-France, chez nous, on n'est pas l'école clairement avec les plus hauts salaires à la sortie. Mais il se place dans la moyenne nationale. Dans les 6 mois, 83% des emplois trouvés sont en CDI et 91% au niveau cadre, donc des emplois de bon niveau. Même si on n'a que 8% d'étudiants à l'étranger, 42% ont une activité liée à l'international et 60% ont la responsabilité d'un projet. La typologie d'entreprises dans lesquelles se placent nos étudiants sont variées. Majoritairement, un gros tiers d'entreprises de taille intermédiaire, mais également des grandes entreprises, des PME, et puis quelques TPE et des startups, avec des chiffres de création ou de reprise d'entreprises qui sont encore pas très élevés, mais qui sont en progression constante depuis quelques années. Sur les 5 dernières promotions, je crois qu'il y a eu une dizaine de créations d'entreprises. Alors, pour vous donner un exemple des entreprises qui travaillent avec nous, le plus simple, ça a été de vous proposer la liste des entreprises qui ont embauché nos diplômés dans les dernières années. Alors, je ne vais pas me risquer à toutes les lister. Vous pouvez les voir ici. Vous pourrez retrouver cette présentation et regarder les logos à tête reposée. Mais ça montre bien qu'on s'adresse à tous les secteurs d'activité, en Alsace ou ailleurs, ou à l'étranger. Et donc, le panel d'entreprises susceptibles de vous accueillir quand vous serez à l'école est extrêmement large et vous ne vous enfermez pas en rentrant à l'école à devoir travailler dans une entreprise de tel ou tel domaine. Vous voyez qu'on a un secteur absolument large. Alors, le lieu d'emploi des diplômés, alors je voulais rapidement détailler tout à l'heure. J'ai fait une carte ici qui regroupait les stats faites l'année dernière. Alors, très concrètement, une grosse majorité en France, d'autres ailleurs en Europe, en Afrique du Nord, en Amérique du Nord. Ici, c'est quelqu'un qui travaillait à Kourou, au centre spatial. À l'île Maurice, c'est probablement dans le textile. En Australie, en Indonésie, en Thaïlande, en Chine, en Corée. Toutes les destinations vous sont ouvertes. Alors, les relations école-entreprise, parce que une école d'ingénieur, ça forme quand même des gens qui s'inséreront majoritairement dans le monde de l'entreprise. Quelques-uns feront de la recherche, mais ce n'est pas la majorité. Et donc, il est important, avant la diplomation, que nos étudiants découvrent le monde de l'entreprise. Alors, on a des actions tout au cours du cursus de formation. On notera particulièrement en première année des projets avec des sujets industriels parfois, une journée de l'ingénieur où nos étudiants fraîchement rentrés rencontrent des diplômés de l'école, jeunes et moins jeunes, avec qui ils partagent des questions liées à l'emploi, au fait de savoir gérer sa vie privée, sa vie professionnelle. Pas nécessairement des choses thématiques, mais ils découvrent ce qu'être ingénieur. Un stage en première année et également, je ne l'ai pas noté là, mais des visites d'usine. En deuxième année, plusieurs événements importants, un projet équivalent à 5 semaines de formation à temps plein, où ils vont découvrir une thématique industrielle, une journée partenaire où nous accueillons des partenaires de l'école
Alors, la dernière journée partenaire un peu traditionnelle qu'on ait faite, c'était avant le confinement en 2019. On avait accueilli 35 entreprises qui étaient venues se présenter et qui venaient éventuellement pister bien à l'avance de futurs diplômés ou des étudiants cherchant des contrats de professionnalisation en troisième année. Et l'année se termine par la journée des projets et de l'innovation où les étudiants présentent leurs réalisations issues de, encore une fois, 5 semaines de travail. Et cette année, tout ça s'est fait à distance avec Discord, mais c'était très riche. Troisième année, marquée évidemment par les 6 derniers mois passés en entreprise, que les étudiants soient apprentis ou étudiants. Et avec en début d'année, le forum Alsace Tech, tenu cette année à distance, mais qui d'habitude se tient à Strasbourg et qui accueille une centaine, 100 à 150 entreprises et 4500 étudiants. C'est le plus grand forum emploi dans le Grand Est. Et ça permet aux étudiants de rencontrer les entreprises avant de trouver des stages. Voilà, donc l'idée c'est d'avoir une école en prise avec le monde industriel parce que puisque nos étudiants s'inseront dans le monde industriel, il faut vraiment qu'ils y soient préparés. Voilà, j'ai récapitulé ici les entreprises qui étaient présentes à notre journée partenaire en 2019. Vous voyez un vaste panel d'entreprises. Des entreprises de la région, mais pas seulement. On avait des entreprises qui venaient de Suisse, du Luxembourg, de régions parisiennes. Et ces entreprises embauchent régulièrement nos diplômés, prennent des contrats de pro en troisième année, des stagiaires. Et nous construisons des choses suivies avec elles. Alors, j'ai parlé de formation. Je dois aussi signaler que l'école SADOS a 2 laboratoires de recherche. Un laboratoire en physique et mécanique textile, le LPMT, très actif au printemps pendant la crise sanitaire, en particulier pour les masques barrières, puisque vous savez qu'en France on n'avait pas de masques quand la pandémie s'est déclarée. Nos enseignants-chercheurs ont participé à la normalisation de masques barrières, à la spécification de normalisation de masques barrières grand public que vous portez tous aujourd'hui, et aussi à établir des protocoles de test. Et puis on a ouvert le premier centre de test de masques textiles, ce qui nous a valu les félicitations et la visite de la ministre de l'Enseignement supérieur début octobre. Un deuxième laboratoire de recherche important de l'Université de Haute-Alsace auquel on s'adosse, c'est l'Institut de recherche en informatique, mathématiques, automatique et signal. Et puis, puisque je parlais du travail du LPMT sur la Covid-19, je me dois de signaler que dans ce laboratoire aussi, il y a des travaux, avec en particulier un enseignant-chercheur, Germain Forestier, très actif pour la visualisation des données de la Covid-19. Il a un fil Twitter très actif là-dessus. Il poste tous les jours des visualisations qui nous permettent de suivre l'évolution de l'épidémie. Vous l'avez peut-être vu d'ailleurs dans la presse ou à la télé. Une école d'ingénieurs, c'est aussi l'entrepreneuriat étudiant avec la junior entreprise ou la junior initiative de l'ENSISA qui s'appelle l'IARIS et qui regroupe des élèves ingénieurs des 3 années. C'est une association importante que je soutiens, que la direction soutient en général, et qui arrive à mener des contrats intéressants avec des entreprises de la région ou d'ailleurs. Des contrats qui sont menés en toute autonomie, avec la bienveillance de l'école, mais ce sont les étudiants qui gèrent tous les aspects de l'entreprise, les aspects techniques, les aspects commerciaux, les aspects administratifs. Et enfin, une école d'ingénieurs, c'est aussi une association des anciens élèves. Alors la nôtre existe depuis 1896 et on travaille en étroite coopération avec l'association qui gère pour le compte de l'école les offres d'emploi qui nous arrivent régulièrement.
Cette association est très active et elle est à l'initiative d'une opération lancée depuis 2 ans qui s'appelle le Café des ingénieurs, où des associations et des étudiants actuels se rencontrent dans un café, donc un cadre tout à fait informel, pour échanger à propos de questions liées à la carrière et au métier d'ingénieur. Alors en ce moment, c'est un petit peu plus compliqué, évidemment, ça se fait à distance. Alors, des questions un petit peu techniques maintenant. Comment rentrer à l'école? Alors, il y a plusieurs possibilités pour rentrer à l'école. Au niveau bac, il faut avoir un bac général avec des spécialités scientifiques. Alors ça, je vous proposerai de vous reporter au site web du groupe INSA. Et évidemment, tout ça se fait sur Parcoursup et 40 places, alors j'ai oublié de rectifier l'année, sont ouvertes cette année. Le plus gros de notre recrutement se fait à Bac+2 sous statut étudiant, après des classes prépa, un DUT, une L2 ou une L3. Et ça, c'est 140 places ouvertes cette année. Et enfin, une autre voie d'entrée, c'est niveau Bac+2 sous statut apprenti ou formation continue. Et ça, c'est exclusivement pour la spécialité génie industriel. Après un DUT, un BTS, une L2 ou une L3, avec 18 places ouvertes cette année. En général, toutes les places ouvertes sont occupées et cette année, c'était particulièrement spectaculaire parce que malgré la crise économique qu'on connaît, tous les apprentis avaient trouvé une entreprise fin juillet. Alors je vais parler un petit peu du cycle post-bac. Alors, on n'a pas le recul du recrutement avec le nouveau bac, mais je vais vous donner un peu les chiffres de l'année dernière. Donc, au niveau du groupe INSA, ce sont 20 000 candidats issus d'un bac général qui candidatent, puisque nous accueillons uniquement des étudiants issus de bac général en post-bac. Sur ces 20 000 étudiants, un tiers sont non admissibles, un tiers sont classés et non convoqués à l'oral, et un tiers sont convoqués à l'oral, avec en général des résultats mi-avril. Alors la crise sanitaire, encore une fois, fait qu'on n'aura probablement pas d'oral cette année, à voir. Donc sur les 20 000 candidats, il y en a 2 tiers qui sont classés et qui peuvent espérer rentrer dans une école du groupe et donc l'N6. Voilà. Alors, j'ai indiqué consulter le rang du dernier appelé d'année précédente pour vous faire une idée. Alors cette année, c'est un petit peu plus compliqué puisque le processus de recrutement changeant. Ça va être un peu plus compliqué de se déterminer. Mais en réalité, on sait en général que précédemment en bac S, par exemple, avec une spécialité maths, il y avait, on appelait 9000 candidats. Voilà. Donc, cette année, on va essayer de vous donner des indicateurs qui vous permettront de vous positionner si vous candidatez chez nous et que vous devez répondre aux différents appels. Alors, les questions qu'on pose souvent, c'est sur ce qui est pris en compte dans le classement. Alors, dans le classement au concours. Très clairement, je vous ai reproduit ici ce qu'on trouve sur le site du groupe INSA et je vous incite à vous y référer puisque c'est là que seront données les informations de première main au fur et à mesure des questions. On me demande souvent quelle note il faut pour entrer. Alors je ne peux pas vous donner de note absolue, mais je crois que j'y réponds sur le transparent suivant.
Voilà. Donc dans les années 2016 à 2019, vous voyez que 60% des intégrés ont une mention très bien ou bien au bac. Nationalement, c'est 36%. Donc évidemment, quand vous candidatez, vous ne savez pas quelle mention vous aurez au bac. Mais il est possible que si vous n'avez pas des notes qui dépassent la moyenne, ça sera quand même très très compliqué de rentrer chez nous. Voilà, vous serez Parcoursup veut qu'il n'y ait pas de préaffectation des étudiants, au contraire d'un PB il y a quelques années. Donc vous pouvez fort bien vous retrouver en liste d'attente au début de l'appel et être appelé par la suite. Les classements évoluent forcément et de nombreux candidats sur liste d'attente sont dans les faits appelés. Si je parle maintenant de l'admission en première année du cycle ingénieur, alors je parle hors alternance. Donc elle se fait par exemple après les classes préparatoires aux grandes écoles. Alors aujourd'hui, ça se fait en banque d'épreuves du concours commun des instituts nationaux polytechniques, MP, PC, PSI, TSI. Dans 2 ou 3 ans, on aura MPI, probablement, la nouvelle classe prépa informatique. Donc il y a une banque d'épreuves écrites et des oraux à l'école. Alors ça, je vous parle hors crise sanitaire. Cette année, il n'y a pas eu d'oraux. On prend des étudiants également de la banque PT. Et on recrute des étudiants issus de classe prépa ATS qui passent le concours organisé par l'NCA. Et tous ces étudiants passent un oral à l'NCISA. Évidemment, pour entrer en première année, le cycle post-bac intégré à l'école, c'est une voie vraiment intéressante. La sélection se fait très clairement à l'entrée sur Parcoursup. Et ensuite, il faut valider ces examens, il n'y a plus de concours. Si vous validez vos crédits et vos semestres, vous poursuivez automatiquement vos études. Et à l'issue de la deuxième année, vous aurez le choix entre nos différentes spécialités. Toutes les spécialités sont ouvertes, y compris la spécialité par apprentissage, qui cette année a été rejointe par 3 étudiants issus du cycle post-bac. Autre voie pour intégrer l'école, c'est le DUT en 2 ans ou bientôt le BUT. Et également, on peut rentrer à l'école après un L2 ou une L3. Alors après une L2 ou une L3, ça dépend un petit peu des spécialités et de la L2 ou de la L3 qui est préparée. Ça se fait soit par un concours spécifique à l'école, ce que j'ai noté concours NCISA ici, suivant la spécialité, ou ça peut se faire par le concours national Pass Ingénieur. Typiquement, si vous êtes en licence Math Info et que vous voulez rentrer en spécialité informatique et réseau, alors il faudra passer par le concours Pass Ingénieur. Si vous êtes en Math Info et que vous voulez rentrer en automatique et système embarqué, mécanique ou textile, ça se fera sur dossier et entretien. Toutes les licences hors maths info et maths physique sont gérées localement par un concours sur dossier et entretien. Il y a aussi des admissions en deuxième année du cycle ingénieur, bac plus 4, donc ça se fait après un master 1, en lien avec les spécialités de l'école. Donc voilà, il y a un dépôt de dossier, une présélection et puis éventuellement un entretien. Alors, si on parle maintenant de l'admission en spécialité génie industriel qui s'effectue uniquement par alternance, soit apprentissage, soit formation continue. Donc, on propose des places aux étudiants en DUT, BTS, classe prépa L2 et L3 qui sont en lien avec la mécanique et les systèmes de production. Donc le dépôt du dossier doit se faire en ligne sur le site de l'IT2I Alsace. Alors j'ai pas noté la date, mais traditionnellement ça se fait, ça commence au mois de mars de mémoire. Il faudra vérifier sur le site. Il y a une étape de présélection, de test d'admissibilité.
un jury, et ensuite l'admission est définitive une fois que vous avez été admissible, quand vous décrochez un contrat avec une entreprise. Alors pour ça, on ne vous laisse pas tout seul. Il y a un job dating qui est organisé à la fin du mois de mai. Mais vous pouvez aussi arriver avec un contrat que vous aurez trouvé d'une autre manière. Et ainsi que je l'ai dit tout à l'heure, des étudiants du cycle post-bac peuvent, s'ils ont fait un stage en particulier, s'ils ont montré qu'ils s'intéressent au milieu industriel, une fois qu'ils ont tout validé, intégrer la spécialité. Nouveauté concernant la spécialité informatique et réseau. On a dit qu'elle recrutait à Bac plus 2 après CPGE, DUT, L2, L3. Et à la fin de la première année, tous ces étudiants ont le choix de pouvoir poursuivre soit en alternance, soit poursuivre sous statut d'étudiant. Donc c'est une possibilité intéressante qui est offerte, à la fois pour le financement de ces études et pour découvrir le milieu industriel. Voilà, alors une école d'ingénieur, évidemment, ne serait pas une école sans son bureau des élèves, avec des activités multiples et variées. Ici, alors Ecartim, c'est peut-être ce qu'il y a de moins évident, mais ce que vous voyez là, c'est un prototype de barquette électrique, entièrement réalisé par les étudiants dans le cadre d'activités associatives ou de leurs projets de deuxième année en particulier. Le club design et création qui chaque année anime le gala de l'école par un défilé qui est toujours un grand moment. Et puis on a d'autres activités, la nuit de l'info, que vous connaissez peut-être. Je ne vais pas tout détailler ici. Il y a environ 30 clubs et associations à l'école et il y aura une après-midi qui sera consacrée à ça ou une visio et les représentants du BDE pourront vous expliquer ce qu'on fait au sein de tous ces clubs. Voilà. Si vous voulez plus d'informations sur l'ENSISA, alors vous avez le site web, un peu la porte d'entrée. Et vous y trouverez une entrée vers la vie virtuelle, mais que vous pouvez déjà, à laquelle vous pouvez déjà accéder via cette adresse-là. Toutes les questions, vous pouvez les poser tout de suite dans le chat ou à admission-concours.nsisa@uha.fr. Et c'est Marie-Claude Rouillet qui vous répondra. Pas forcément en direct, mais vous pouvez poser toutes ces questions un petit peu plus tard. Et puis vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. LinkedIn, on communique beaucoup avec nos anciens. Instagram, Facebook, vous allez retrouver des annonces qui sont parfois destinées aux candidats ou à nos étudiants. YouTube, des vidéos qui décrivent un petit peu ce qu'on fait à l'école. Et puis Twitter, pour se tenir informé en 240 caractères. Voilà, j'ai fini cette longue présentation. Et je peux répondre à vos questions. Alors, merci beaucoup Laurent pour cette présentation. J'ai eu pas mal de questions dans le chat durant ces 50 minutes d'oral et du coup je vais vous les poser. Alors la première, c'est quels sont les profils des étudiants qui intègrent l'école? Les profils des étudiants qui intègrent l'école sont très variés puisque chaque spécialité propose une admission à tous les types de filières dont je vous ai parlé. Autrement dit, vous pouvez rentrer, par exemple, alors je parle du cycle ingénieur en textile et fibres, après une MP, une PT, une PC, une PSI, une TSI, une ATS. Et j'ai cité l'exemple j'espère que j'ai oublié aucune des spécialités. PSI, peut-être que j'ai oublié. Mais en fait, ce que je vous dis là, c'est vrai pour toutes les spécialités. On accepte des étudiants, toutes les spécialités,
accepte des étudiants de toutes les formations. Voilà. Il n'y a pas de spécificité. Certaines écoles en chimie n'acceptent que des PC. Bah, nous, c'est pas le cas. On accepte des étudiants de toutes les spécialités parce qu'on sait bien que quand on s'inscrit en prépa après le bac, ben, on n'est pas forcément très sûr de son orientation. Là, je vous parle des prépas, mais il y a aussi les DUT. Alors pour les DUT, on examine bien entendu tous les dossiers, mais il semble plus naturel pour aller en informatique d'avoir fait par exemple un DUT informatique ou un DUT GE2I. Un DUT génie des matériaux, il aura peut-être un peu de mal à rentrer en informatique. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. En tout cas, il y a grande variété de profils. Merci. Alors du coup, deuxième question, est-il possible de réaliser une spécialisation mécanique en alternance? Alors, non, pas pour l'instant. Mais il faut savoir que le génie industriel se rapproche par bien des aspects de la mécanique. Et il faut savoir aussi qu'en troisième année, il y a un contrat de professionnalisation qui est possible en mécanique. Il y a 3-4 étudiants tous les ans. Où finalement, on est dans le mécanisme de l'alternance. Alors c'est une alternance un peu particulière pour les contrats de pro. C'est 3 jours école, 2 jours entreprise pendant un semestre et puis ensuite la totalité de l'année en entreprise. Et donc du coup, là, on a une deuxième question qui concerne un petit peu plus le génie industriel, qui est comment sont étudiés les dossiers Bac plus 2 pour intégrer la spécialité génie industriel? Alors, les dossiers sont étudiés d'une part en fonction du diplôme qui a été suivi par l'étudiant. On regarde les notes, ça c'est sous une forme de présélection. Et ensuite, on autorise les étudiants présélectionnés ou admissibles ou préadmissibles à passer des tests d'admissibilité. Okay. Et alors, essentiellement des étudiants de DUT, BTS, mais CPGE, L2, L3 sont bienvenus. On en a quelques unités, mais essentiellement des étudiants de DUT et de BTS en génie industriel. Très bien. Du coup, j'ai confirmation d'Evelyne qui était dans le chat qui m'a dit que ce que tu avais dit était très bien. Sinon, après des DUT ou des BUT L2 ou L3, est-ce qu'il existe des collaborations avec certaines écoles pour le recrutement sur dossier, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des places réservées avec certains établissements? Alors, oui, nous avons des accords avec les IUT alsaciens. Alors, je réfléchis si on a des accords avec tous les IUT alsaciens. On a des accords avec l'IUT de Mulhouse, avec l'IUT de Colmar, avec l'IUT d'Adno, avec l'IUT Robert Schumann. On a des accords avec l'IUT de Saint-Dié, pour lesquels on réserve des places aux meilleurs candidats, qui sont recrutés conjointement, je dirais, avec un jury conjoint entre l'équipe de l'IUT et l'équipe de l'N6. Ceci dit, s'il y a un nombre de places qui est ce qu'il est, les étudiants peuvent candidater également par la voie classique que prennent les autres étudiants d'IUT. Très bien. Alors du coup, j'ai une information encore d'Evelyne qui me dit qu'avec Génie Industriel, il y a du coup un partenariat avec Saint-Diagno, Mulhouse essentiellement. Oui, c'est valable pour toutes les spécialités, les accords avec les IUT. Très bien.
Et donc après un BUT, est-ce que l'admission se fait en première année du cycle ingénieur ou en deuxième année? Oula, sujet épineux qui n'est pas encore tranché. Je vais pas vous répondre aujourd'hui parce que on doit en discuter très prochainement toutes les écoles alsaciennes avec les IUT. Et surtout, on attend le cadrage de la commission des titres d'ingénieur. On ne sait pas ce que nous préconisera la commission des titres d'ingénieur. Et comme ça conditionnera notre habilitation, on fera ce qu'elle me préconise. Très bien. Pour les candidats étrangers, par exemple en DUT ingénierie informatique, est-ce qu'il y a des parcours types avec dossier et oraux pour intégrer le parcours ingénieur informatique et réseau? Les parcours types. Oui. Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question, mais on accueille des DUT français et on a également des DUT étrangers qui candidatent par Campus France. Alors je ne sais pas si Marie-Claude peut préciser un petit peu plus le parcours Campus France. Au niveau des DUT informatique, oui. Ben, on recrute effectivement sur Campus France avec les IUT donc sous convention, les autres IUT donc France ou Union européenne. Et il n'y a pas vraiment d'autres types de recrutement, quoi. Je veux dire, ça restera sur dossier, sur oral si la personne est admissible. Voilà, quoi. Il n'y a pas d'autres possibilités d'intégrer à part de présenter un dossier et un oral, quoi. Sur convention. Quelques étudiants tous les ans qui nous viennent de l'étranger. Oui. Très bien. J'ai encore une autre question qui concerne les tests d'admissibilité et comment est-ce que ça se passe étant donné la crise sanitaire actuelle. Alors, je pense que le candidat demande pour les tests en génie industriel. Alors, soit en génie industriel, soit c'est les tests d'admissibilité pour le CPB. C'est vrai qu'on m'a pas. Non, mais je pense que c'est quelqu'un qui demande pour le génie industriel. Alors, l'année dernière, il n'y a pas eu de test d'admissibilité. On a simplement fait une présélection qui a été un peu plus longue, un peu plus fouillée sur dossier. Je pense qu'Epine pourra confirmer. Et cette année, je ne sais pas exactement ce qui est prévu. Pour l'instant, je crois que les études sont maintenues. Suite à un mail d'Evelyne de cette semaine, pour l'instant, c'est maintenu. Alors, Evelyne me dit qu'il est possible que ce soit comme l'année dernière, sélection par dossier, et ce sera décidé en mars. D'accord. Et de toute façon, la première action, l'action de candidature est la même de toute façon. Dans un premier temps. Alors, une autre question qui est, est-ce que l'école nous accompagne dans nos recherches de stage, d'alternance ou de job une fois qu'on est diplômé? Alors, l'école, oui, l'école vous accompagne, mais il faut savoir que on doit favoriser votre autonomisation progressive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on vous donne tout cuit, on vous prépare très mal à l'insertion dans la vie professionnelle. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement? On vous donne des listes d'entreprises qui ont accueilli des stagiaires des années précédentes. Quelquefois, il y a le type du stage également. On vous donne des offres de stage qui arrivent à l'école. Mais c'est pas nécessairement la manière dont sont trouvés la plupart des stages. Beaucoup d'étudiants, en particulier quand ils sont d'autres régions qui veulent rentrer chez eux l'été, arrivent avec des propositions de stage qu'ils ont trouvées eux-mêmes. Et suivant le niveau du stage qui est proposé, c'est validé. Quelquefois, si ça ne correspond pas du tout, ça ne sera pas validé. Mais on incite l'étudiant à se prendre en main de ce côté-là. Alors, mais on ne vous lâche pas dans la nature. Autrement dit, il y a des cours pour apprendre à faire un CV, il y a des cours pour
des entretiens de motivation, il y a des cours concernant les réseaux sociaux. Donc on vous accompagne, même si on ne vous donne pas la béquille. Concernant le premier emploi, alors il faut savoir que statistiquement, 50% des étudiants trouvent à l'issue du stage de troisième année, donc important de bien choisir son stage de troisième année. Et ensuite, on reçoit des offres d'emploi qu'on transmet aux étudiants, à l'association des anciens, qui en reçoit par ailleurs. Et donc, on incite les étudiants à s'inscrire à l'association des anciens. Cette année, la crise, vous savez, rend les choses un petit peu plus compliquées. Donc, on essaie d'aider un petit peu les étudiants en leur mettant des ressources à disposition et puis en les aidant un petit peu, en particulier sur LinkedIn. Voilà. Alors maintenant, j'ai une question au sujet du coût des études et combien coûte la formation à l'ENSISA? Alors, la formation à l'ENSISA, elle est gratuite pour les boursiers de l'enseignement supérieur français, c'est-à-dire un tiers de nos étudiants. Elle est gratuite pour les apprentis, puisqu'ils sont même rémunérés. Et elle coûte 601 € par an, plus une cotisation vie étudiante et campus qui fait 80 € à peu près. 92. 92 €. 92 €. Voilà, donc ça c'est les tarifs que je vous donne là, ce sont des tarifs qui sont fixés annuellement par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Alors, c'est des sommes qui ne sont pas négligeables, mais il faut les mettre en regard de ce que coûte réellement la formation. Et à l'ENSISA, le coût de la formation par étudiant est à peu près de 13 000 € par an. Et donc les frais d'inscription ne couvrent qu'une toute petite partie. Le reste, on l'acquiert par des collaborations avec les entreprises et essentiellement, évidemment, par le soutien de l'État. Très bien. Maintenant, le diplôme délivré par l'école, est-ce qu'il est reconnu par l'État? Alors, le diplôme est absolument reconnu par l'État, puisque la commission des titres d'ingénieur nous examine, fait des propositions, et ensuite l'État nous habilite, et la dernière fois, il nous a habilité pour la durée maximale. On va recevoir la visite de la commission des titres l'année prochaine, puisque cette année, avec la crise sanitaire, c'est repoussé. Mais il y a des prescriptions assez claires, on s'y conforme et puis en général on est habilité. Et je tiens à faire le distinguo ici, même si c'est pas vraiment la question, entre les diplômes d'ingénieurs qui sont vraiment habilités par l'État et les masters d'ingénierie qui sont également reconnus par l'État mais qui ne sont pas des véritables diplômes d'ingénieur. Et j'ai une dernière question où on me demande quels sont les atouts de l'école et pourquoi choisir l'ENSISA plutôt qu'une autre école d'ingénieurs. Ah. Tout dépend ce que vous voulez faire. Alors, on a il faut déjà que la spécialisation vous intéresse, ou qu'une spécialisation vous intéresse si vous êtes en post-bac, parce qu'après, vous avez le temps de changer. Il faut savoir que l'école est une école à taille humaine. On étudie dans de bonnes conditions. Il y a de l'emploi à la sortie. Parmi les nombreuses raisons qui feraient que je vous incite à venir à Mulhouse, il y a celle-là. C'est que si vous venez chez nous, vous aurez du boulot. Voilà. Ça arrive dans beaucoup d'écoles d'ingénieurs aussi, je vous rassure. Non, on a quand même des conditions et les autres composants de l'université de Haute-Alsace aussi, des conditions de travail qui sont bonnes.
On a de la place, on a une équipe enseignante permanente qui est bien fournie, hein, puisqu'on a plus de 50 enseignants-chercheurs permanents. On a des bonnes relations avec les entreprises. Voilà. Quelques raisons parmi d'autres. Très bien. C'était la dernière question du coup que j'ai reçue du chat ou des réseaux sociaux. Donc je ne sais pas si d'autres personnes ont envie de poser une question avant la fin de cette présentation. Alors si vous voulez voir pourquoi il faut venir chez nous, je vous incite à aller sur LinkedIn. Il y a une page de l'école avec tous les anciens qui sont... Alors il y en a plus de 2000. Et vous allez voir la multiplicité des parcours et des carrières. Hein. Et ça pourra vous donner une idée de ce à quoi vous pouvez prétendre à la sortie de l'école. Parfait. Écoutez, je pense que c'est la fin de la présentation pour l'école et ses spécificités. Et donc merci Laurent pour votre présentation. Merci Marie-Claude également de votre présence. Merci Benjamin. Merci à Evelyne aussi qui est intervenue via le chat. Et donc vous pourrez retrouver cette présentation sur YouTube dans les jours à venir si vous voulez voir ou revoir du coup ce qui a été dit. Et je vous invite également à nous suivre sur les réseaux sociaux ou à aller sur le site internet de l'ENTISA pour avoir toutes les informations nécessaires et aussi pour avoir les futures présentations qui se déroulent donc la semaine prochaine concernant les spécialités, une par jour. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On commence par la mécanique lundi. C'est ça, 18h15 la mécanique. Alors merci beaucoup à tous et bonne fin de journée.